Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dr Mariam Polel Ndiaye, enseignante-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Après le cours consacré au diagnostic de la communication externe, il s'agira ici de vous initier à la mise en place d'outils de suivi des pratiques de la communication interne d'une organisation. Vous verrez qu'il y a des subtilités entre les deux pratiques. Et étant donné que la qualité de la communication interne est essentielle au bon fonctionnement de toute organisation, il apparaît donc fondamental de savoir procéder régulièrement au diagnostic de sa communication interne pour mieux la piloter. Ce sera l'objet de ce module. Voici le plan de mon exposé. Nous allons d'abord commencer par une petite introduction, histoire un peu de présenter les enjeux de ce module et les modalités d'évaluation. Ensuite, dans le chapitre 1, je reviendrai sur un peu les principes fondamentaux de l'audit en faisant un petit détour historique et en revenant sur les concepts clés. Dans le chapitre 2, nous aborderons concrètement la démarche, c'est-à-dire la méthodologie de mise en place d'un diagnostic de la communication interne. Et enfin, une petite partie conclusive, l'occasion de faire le bilan de ce que nous aurons vu précédemment. Commençons par la première partie consacrée à l'introduction, notamment à la présentation du syllabus. Commençons d'abord par préciser les objectifs généraux de ce cours. Il s'agit de vous inviter à comprendre la particularité et les enjeux du diagnostic de la communication interne, notamment en l'opposant au diagnostic de la communication externe. Vous verrez qu'il y a des différences dans la pratique. Et dans un second temps, il s'agit de vous amener concrètement à savoir mettre en place les outils d'évaluation de la communication interne d'une organisation. S'agissant de la modalité d'évaluation, vous aurez une note collective, ce sera une note de groupe à travers une mise en situation. Je reviendrai après l'exposé de la méthodologie sur les détails pratiques. Passons maintenant au premier chapitre intitulé « Origine des pratiques d'audit et concepts clés ». Alors, ce premier chapitre est structuré en 3 temps. Nous allons d'abord revenir concrètement sur l'origine des pratiques d'audit à travers un détour historique. Ensuite, nous allons définir la spécificité de l'audit de la communication interne. Et enfin, il s'agira de parler un peu des enjeux de cet exercice. Premier point, donc intitulé « Origine des pratiques d'audit ». Avant d'aller plus loin, il me semble important de revenir sur 2 concepts clés, celui d'audit et celui de diagnostic. Ces 2 concepts qui sont souvent confondus dans la littérature alors qu'elles ont un sens particulier. Il faut savoir que le diagnostic est le résultat de l'audit, même si on utilise ce terme-là pour évoquer la démarche d'ensemble. Auditer consiste à faire un bilan pour poser un diagnostic. Il nous vient du latin audio ou audire qui veut dire écouter. Pour comprendre un peu le principe de l'audit, c'est comme si quand vous allez chez le médecin. Vous arrivez chez le médecin avec vos symptômes, il vous pose des questions, il vous ausculte, il fait un bilan et derrière, il pose un diagnostic. Il va vous dire par exemple, à travers les symptômes que vous avez montrés, est-ce que vous avez la grippe, vous avez la Covid ou bien une autre maladie. Ce sera exactement le même principe dans une organisation où on va essayer un peu de diagnostiquer qu'est-ce qui ne va pas bien dans le cadre de la communication interne. Alors, selon Philios, qui est cité par Gilles Willett en 2007, les pratiques d'audit ont plus de 5000 ans. Elles sont apparues avec la naissance de l'édification de l'Empire babylonien, où à l'époque, le secrétaire d'État, qui était responsable des affaires financières, consignait dans les documents comptables de l'époque toutes les transactions commerciales importantes et attestait ainsi de leur véracité. Dans l'ancienne Égypte,
On avait des percepteurs de taxes qui veillent au paiement des taxes imposées par l'État sur toutes les importations et les exportations de céréales. Dans la Rome antique, on voit apparaître l'usage du terme audire à l'occasion de l'audition des témoins et des parties adverses avant le jugement. Il s'agit donc de faire l'inventaire précis et circonstancié des éléments en cause dans une affaire où s'opposent des éléments contradictoires. C'est toujours le terme qu'on emprunte quand on parle d'audition des témoins dans une affaire. Au IXe siècle, on avait ce qu'on appelait les missi dominici, littéralement les envoyés du Seigneur de Charlemagne. Les missi sont des envoyés spéciaux des souverains qui contrôlent les représentants du pouvoir royal au niveau local. Ils permettaient au souverain de hiérarchiser son administration et de centraliser le pouvoir. Depuis le XXe siècle, on assiste un peu à une banalisation du terme d'audit, notamment avec la crise économique de 1929 aux États-Unis. Lors de cette crise, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient exposées à la récession économique et le défi était aux économies de toute nature. Il s'agissait alors de passer au peigne fin les différents comptes des entreprises à l'aide grâce à des auditeurs externes en vue de réduire les charges. On a vu alors apparaître les premiers métiers d'audit qui consistaient, des auditeurs, leur métier consistait à vérifier, à réviser et à contrôler la gestion financière des entreprises. Si l'on se réfère à ce qui précède, l'audit constitue donc, pour citer Gilles Willett, l'audit consiste en une pratique de contrôle des actes des gestionnaires qui, par délégation de pouvoir, administrent des biens et des ressources financières qui ne leur appartiennent pas. Mais aujourd'hui, l'audit ne porte plus essentiellement sur le contrôle des actes de gestion financière. On a vu apparaître de nouvelles formes d'audit à côté de l'audit comptable et financier. On pense par exemple à l'audit organisationnel qui renvoie un peu au diagnostic du fonctionnement structurel d'une organisation pour améliorer l'efficacité de ses services. Par exemple, si on voulait faire l'audit organisationnel des services du tribunal de Saint-Louis, pour obtenir un certificat de nationalité, on va évaluer l'accueil des usagers, le traitement de la demande, la satisfaction, etc. Il faut vraiment voir si tout fonctionne correctement au sein du tribunal. On va aussi parler d'audit de qualité. C'est quand on évalue la qualité d'un produit ou d'un processus pour vérifier s'il respecte le référentiel préétabli ou s'il satisfait aux exigences réglementaires. On va parler aussi d'audit environnemental qui consiste à évaluer des procédures destinées à la protection de l'environnement. Ou encore, on va parler d'audit de communication externe ou interne. Il s'agit principalement d'évaluer l'efficacité, la performance des outils de communication, qu'ils soient internes ou externes. À partir de là, on constate qu'il y a un glissement sémantique et que si auditer signifiait autrefois vérifier les comptes d'une entreprise pour en certifier l'image fidèle, aujourd'hui, auditer signifie étudier une entreprise pour en améliorer les performances. S'agissant du sujet qui nous concerne, à savoir l'audit de la communication interne, il est défini par Valérie Carayol de la manière suivante. L'audit de la communication interne consiste à partir de l'observation des actions de communication interne d'une organisation à identifier des freins, des points d'appui ou des écarts dans les pratiques, et cela dans une perspective de prise de décision. C'est-à-dire que l'audit est souvent à la base d'un plan de communication, d'une stratégie de communication. Donc c'est comme on disait tout à l'heure avec l'exemple du médecin. Quand on fait un audit, on essaie vraiment d'identifier, de voir quelles sont les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas au sein de l'organisation. De manière encore plus concrète, on retient par rapport à la définition de Carayol que quand on fait un audit, on observe d'abord, c'est-à-dire on va faire des constats. Cela peut être des anomalies ou tout simplement l'audit peut être motivé par un besoin de faire le point sur ces pratiques de communication interne.
Il s'agit ensuite d'effectuer un diagnostic en identifiant ce qui ne va pas dans la communication ou de souligner ses points forts. Cela va permettre d'être plus pertinent dans la prise de décision. L'audit est considéré comme le point de départ du plan de communication interne, d'où l'idée de prise de décision. À présent, les enjeux de l'audit de la communication interne. Abordons à présent les enjeux de l'audit de la communication interne. Autrement dit, pourquoi auditer? On va auditer la communication interne pour mieux connaître les attentes du public interne en matière de communication, pour évaluer la pertinence des outils de communication interne, pour voir si les outils correspondent aux objectifs poursuivis, et enfin, pour identifier les points forts et les points faibles de la communication interne. Alors, s'agissant des singularités de l'audit de la communication interne, on peut soulever 4 points. Le premier, c'est qu'il faut savoir que l'audit de la communication interne est un exercice très délicat. Pourquoi? Parce qu'il met à jour les faiblesses de l'organisation. Et pour mettre en place également un audit de la communication interne, le soutien de la direction est nécessaire. Vous ne pouvez pas lancer un audit de la communication interne sans l'aval de la direction. Déjà, les gens ne vont pas vous suivre et puis derrière, vous n'allez pas avoir les réponses souhaitées. Et il est important aussi, quand on décide de mettre en place un audit de la communication interne, de prendre le temps de se familiariser avec l'organisation, de connaître ses objectifs, ses méthodes de fonctionnement, pour mieux vous imprégner de l'environnement. C'est un exercice vraiment très utile que de faire l'audit de la communication interne, parce que l'idée, c'est d'améliorer davantage le système de communication de l'organisation et d'avoir des collaborateurs épanouis. Qui dit collaborateurs épanouis dit forcément une entreprise, une organisation beaucoup plus performante. S'agissant de à qui incombe la tâche de réaliser l'audit de la communication interne au sein de l'organisation, 2 options sont possibles. Premièrement, l'audit de la communication interne peut être réalisé par le responsable de la communication interne. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que la personne a accès facilement à l'information, puisqu'elle fait partie de l'organisation. Elle peut avoir aussi une coopération aisée des membres de l'organisation qui la connaissent. Donc, il y a le capital confiance, le capital sympathie. Par contre, il y a des inconvénients. Il y a l'absence d'objectivité, beaucoup de subjectivité, parce que si vous êtes familier avec des personnes, ils peuvent avoir tendance à vous donner des réponses pour vous faire plaisir. Par exemple, si vous utilisez des outils de communication qui ne conviennent pas et que pour ne pas vous vexer, parce que vous êtes une personne agréable, ils peuvent dire que tout va bien alors que tout va mal. Et ça peut créer aussi des fois un sentiment de malaise si les gens en profitent un peu pour déverser toutes les frustrations qu'ils ont au sein de l'organisation. S'agissant de l'option de convoquer un consultant externe, c'est aussi intéressant. L'avantage principalement, c'est qu'on a quelqu'un qui est expert du domaine et qui va avoir beaucoup d'objectivité, justement parce qu'il ne fait pas partie de l'organisation. Il va avoir beaucoup plus de recul. L'inconvénient, c'est peut-être que les gens peuvent être réticents à collaborer avec lui parce qu'il est étranger à l'organisation. Ils peuvent aussi être méfiants en pensant peut-être que c'est la direction qui essaye de contrôler leur travail de manière déguisée. Et puis, il y a le coût, bien sûr, parce qu'il faut payer le consultant pour son travail. Quelle que soit l'option que vous privilégiez, l'essentiel, c'est de respecter la méthodologie et d'essayer au maximum d'avoir du recul dans les pratiques et de faire preuve d'objectivité pour avoir des résultats qui soient appréciables. C'était tout pour cette première partie introductive au diagnostic de la communication interne. Dans la partie qui va suivre, nous allons commencer à aborder concrètement les différentes étapes de la méthodologie de diagnostic de la communication interne d'une organisation. Merci.